Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire au cours de laquelle nous cherchons à analyser les nouvelles les plus importantes dont le monde a été témoin avec notre invité Jacques Beau. Je remercie d'abord notre invité, comme d'habitude, d'avoir honoré l'invitation et il semble qu'il veuille commenter, ajouter, peut-être rectifier quelques notes relatives à notre dernière rencontre. C'est à vous, Monsieur Jacques Beau. Bonjour Abdel Jalil, bonjour à tous et merci pour cette invitation. Effectivement, je voulais commencer notre rencontre de cette semaine. Alors, je précise que nous sommes le vendredi 16 et non pas le lundi, je ne sais pas combien ce sera, mais le 20 ou par là autour, euh, parce que pour des raisons simplement de logistique. Donc, nous sommes le vendredi, mais je voulais, avant de répondre aux questions d'actualité que Abdel Jalil a préparées pour moi, je voulais revenir sur un certain nombre, sur des réponses ou des commentaires qui ont été faits à l'issue de notre rencontre précédente. Alors, tout d'abord, en introduction, j'aimerais préciser que je ne suis pas un historien et je ne suis pas quelqu'un qui cherche à vous dire ce que je pense. Ce n'est pas mon opinion que je vous livre, je fais une analyse des faits. La L'habitude en France, c'est de penser que l'analyse géopolitique, c'est donner son avis et puis de l'agrémenter d'un certain nombre d'articles qui illustrent cet avis. Ma démarche est l'inverse. Je pars des faits et je m'interroge sur ces faits et voir, ma foi, quelles sont les conséquences de ce que je constate, même quand il y a des informations qui sont contradictoires, comme on peut le voir, mais souvent elles n'ont qu'une apparence de contradiction, mais je ne choisis pas les faits. Les faits sont les faits, et donc c'est les faits qu'il faut analyser, non pas mon opinion. Et ça, c'est important pour vous de le comprendre lorsque vous avez ou j'émets des choses qui ne vous plaisent pas, c'est tout à fait possible, parce que mon but n'est pas de vous donner ce que je pense, mais de nouveau faire une analyse des faits. Comme disait Mark Twain, je fais l'inverse de ce que disait Mark Twain, qui disait ne laissez jamais les faits gâcher une bonne histoire. Alors voilà, je fais l'inverse de ça. Moi, je me concentre sur les faits et non pas sur la bonne histoire. Alors, tout d'abord, il y a eu des commentaires sur la question du Sahara occidental qui, assez logiquement d'ailleurs, déclenchent un certain nombre de passions. Et là, la question, de nouveau, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, je ne suis pas historien. Il y a d'autres historiens de l'Afrique qui sont bien meilleurs que moi pour traiter ces questions-là. Mais, comme vous le savez, j'ai été chef de la doctrine des opérations de maintien de la paix. Et pour moi, ce qui constitue la boussole pour analyser les faits et analyser ce qui se passe aujourd'hui, c'est les décisions des Nations Unies. Or, je vous avais dit la fois passée qu'il y avait des décisions des Nations Unies sur la question du Sahara occidental. Je vous la soumets ici. C'est la, comment? C'est la, on va y arriver. Voilà. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. C'est un avis de la Cour internationale de justice qui a été émis en 1974 et j'ai surligné les passages qui me semblaient intéressants d'être évoqués, à savoir que la Cour internationale de justice juge que l'existence au moment de la colonisation espagnole de liens juridiques d'allégeance entre le sultan du Maroc et certaines tribus vivant sur le territoire du Sahara occidental a été reconnue, mais la Cour a reconnu également ou a considéré que les éléments qu'elle avait à sa connaissance n'établissaient aucun lien de souveraineté territoriale entre le territoire du Sahara occidental et le Royaume du Maroc ou l'ensemble mauritanien d'autre part. Par conséquent, c'est ça qui fait finalement, qui est la base en termes de droit international de la situation, et c'est la raison pour laquelle la Cour internationale de justice a préconisé l'application du principe du droit d'autodétermination, et c'est ce droit qui est
la MINURSO, comment dire, la mission des Nations Unies pour le Sahara occidental, qui est une mission, donc malheureusement leur site est en anglais, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs il n'est pas en français, mais il indique qu'il s'agit bien de la mission des Nations Unies pour le référendum dans le Sahara occidental. Donc ça veut dire que selon les Nations Unies, il doit y avoir un référendum qui déterminera, ou la population déterminera, si elle veut être sous une souveraineté autonome, enfin indépendante, ou bien sous la souveraineté du Maroc. Donc moi, je ne me prononce pas sur la décision du peuple du Sahara occidental. Ceux qui se considèrent marocains se considéreront comme marocains, ceux qui se considèrent comme indépendants du Maroc l'exprimeront, mais je pense qu'il est important ici, surtout sur toutes les questions que nous avons traitées, qu'elles concernent la Palestine, qu'elles concernent l'Ukraine, c'est le droit international qui doit faire référence, même si concernant l'Ukraine, les gens me diront ah oui, mais la Russie ne respecte pas le droit international. Alors, on ne va pas refaire ici toute l'explication, je pourrais faire une vidéo spécifique là-dessus, mais les choses ne sont pas aussi évidentes que ce que, ou ne sont pas, disons, non pas l'apparence de ce que nous donnent nos médias, et le droit international n'est pas aussi, comment dire, il est relativement difficile de voir, non, je dois exprimer ça différemment. Comment dire, le droit international n'est pas totalement bafoué par la Russie. Et c'est là où le problème, en fait, il a été bafoué par les pays occidentaux, si on est strict là-dessus. C'est les Occidentaux et l'Ukraine qui ont bafoué le droit international, ce qui a provoqué l'intervention russe. Cette intervention, on peut la juger conforme ou non. Moi, si vous lisez mes ouvrages, j'ai répondu à cette question en fonction du droit international. Vous pouvez vous référer à ces ouvrages. Mais pour moi, la boussole reste les décisions des Nations Unies, et c'est dans cette optique-là que je juge cette question du droit international du Sahara occidental, malgré et en dépit des différentes des animosités qui pourraient exister à cet égard. Alors ça, c'était le premier point que je voulais aborder ici. Et je voulais aborder un autre point qui se rapproche finalement de la remarque initiale que j'ai faite sur l'analyse des problématiques géopolitiques en France. Et il y a une remarque qui a été faite par un certain Anaxagore. Alors, c'est évidemment un pseudonyme. Heu, voilà, cet Anaxagore était un philosophe grec, qui a vécu il y a à peu près 2500 ans. Mais, notre commentateur, lui, n'a pas l'air d'avoir ni la sagesse, ni l'intelligence, du philosophe grec. Car il nous dit, à propos de ce que j'ai dit la semaine passée, c'est carrément un discours de propagande. Minimiser l'attaque ukrainienne est ridicule, et admettre que le Rwandais est un chrétien est pitoyable. Alors, nous allons revenir sur ces deux éléments parce que ça mérite quand même un éclaircissement. Alors, tout d'abord, quand on parle de l'offensive ukrainienne, c'est pas moi qui le dis, mais ici c'est un commentateur bulgare, donc occidental, et plutôt contre les Russes d'ailleurs, qui nous dit qu'effectivement l'attaque ukrainienne pourrait bien signifier la fin de l'Ukraine. Et quand on regarde un peu les chiffres, on s'aperçoit que cette offensive qui, je le rappelle, se trouve dans cette petite tache bleue ici, elle est quand même relativement modeste en niveau surface, même si nos médias ne font qu'en parler. En réalité, c'est quelque chose d'assez petit. Et et par contre, on s'aperçoit dans les derniers chiffres des pertes annoncées par le ministère de la Défense russe, je le précise, même, donc ça veut dire que ces chiffres doivent être considérés avec toutes les précautions d'usage. Je ne les considère pas comme étant
100% fiable, puisque la logique de la guerre fait que chaque, comment dire, parti ou belligérant a plutôt tendance à augmenter les pertes de son adversaire et minimiser les siennes. Et par conséquent, ces chiffres doivent être vus avec précision. Mais, comme je l'ai dit la fois passée, ils nous donnent quand même des ordres de grandeur et des tendances. Et c'est peut-être les tendances, il ne faut pas s'attarder aux chiffres spécifiques, mais aux tendances qu'ils indiquent. C'est peut-être l'élément le plus important de ces chiffres. Et là, on voit que effectivement, on voit que le secteur nord, donc qui est vraiment au nord du dispositif, et de nouveau, il y a dans les commentaires quelqu'un qui a dit: «Ah, c'est ridicule, l'ouest est à l'est et le groupement est est à l'ouest». Alors, c'est pas moi qui donne ces noms au groupement, ce sont les Russes et les termes officiels russes. Et la raison pour laquelle on a ces terminologies, c'est parce que c'est des terminologies qui ont été attribuées historiquement. À l'époque où les Russes avaient attaqué avec trois groupements au départ. Il y avait trois groupements. Il y avait un groupement nord, ouest et sud. Et puis après, ils ont ajouté un groupement Dniepr et puis un groupement qui était un groupement centre, et puis ils ont amené un groupement Est qui s'appelait groupement Est, et ils l'ont inséré là-dedans. Donc, si vous voulez, ils n'ont pas changé le nom des groupements parce que pour des raisons de conduite, et ça permet de définir exactement qui est quoi et d'éviter de changer les noms au cours d'une opération. C'est jamais quelque chose de très malin. Donc, ils ont gardé les noms, même si dans la géographie, ça peut sembler surprenant. Mais c'est donc ne vous méprenez pas sur ces noms, c'est pas moi qui les donne, c'est les c'est le ministère de la Défense russe. Mais bref, on s'aperçoit que le groupement Nord, qui avait jusque-là toujours eu environ 1500 pertes, qui avait connu 1500 pertes ukrainiennes, et bien aujourd'hui, on a près de 3, pas très loin de 3000, tout simplement parce qu'effectivement, il y a un nouveau champ de bataille, si vous voulez, qui s'est ouvert dans la zone du groupement Nord, et il est assez logique qu'on retrouve donc des pertes plus importantes dans ce secteur. On s'aperçoit que dans le secteur ouest, et dans le secteur ouest, donc ici, l'intensité des combats est demeurée à peu près la même, mais qu'elle a baissé dans le groupement sud, ou en tout cas le niveau des pertes ukrainiennes, ce qui s'explique probablement par le fait que les Ukrainiens, pour faire leur offensive au nord, ont pris des forces au sud. Et on retrouve le même phénomène ici dans les groupements Dniepr et Est, où on a relativement moins de pertes parce que les forces ont été prélevées sur ces groupes-là pour alimenter l'offensive de Kursk. Donc voilà un petit peu ces éléments, mais qui montrent que au total, et si on va regarder les totaux des pertes, on s'aperçoit que les Ukrainiens ont augmenté globalement leur niveau de perte, et on sait que les ressources humaines sont un problème pour les Ukrainiens. Donc je ne sais pas si ces chiffres sont exacts, mais si on en prend la tendance, eh bien on s'aperçoit qu'assez logiquement, en ouvrant un nouveau front, si on peut dire ça comme ça, eh bien, il y aura plus de pertes, et par conséquent, les ressources humaines qui sont déjà très tendues pour les Ukrainiens risquent de se tendre encore davantage. Et c'est la raison pour laquelle même le Spiegel lui-même le dit, la manœuvre de Kursk pourrait annoncer la fin militaire de l'Ukraine. Donc on est effectivement dans une logique, n'est-ce pas, le battage médiatique qu'il y a autour de cette offensive qui a perturbé les Russes, donc là la question elle n'est pas là, mais dans l'ensemble on sait que les Ukrainiens ne parviendront pas à durer sur cette offensive, et que par conséquent elle risque bien d'être battue, ce qui fait que en ouvrant un nouveau champ de bataille, si vous voulez, les Ukrainiens, eh bien, se sont en réalité affaiblis, même si temporairement, ils mettent en difficulté les Russes. Donc, c'était un élément qui me semblait important de rappeler ici, de façon à, parce que le but ici, comprenez, le but n'est pas comme j'ai dit, d'exprimer mon opinion là-dessus, ni même de faire de la propagande pour l'un ou l'autre. Ce n'est pas du tout le but de l'opération. Mais si on avait dit dès le départ, d'ailleurs, que l'Ukraine avait des chances de perdre, probablement qu'on aurait abordé le conflit différemment. Mais on est parti depuis le début en disant l'Ukraine gagne. Et c'est aujourd'hui où les faits
eh bien, arrive nous frapper en pleine figure et on est aujourd'hui entre en collision avec notre narratif et c'est exactement ce qui contribue à la faiblesse aujourd'hui de l'Ukraine et à la désaffection de l'Ukraine aussi. La raison, on aura peut-être l'occasion d'en reparler par la suite, mais le fait que la plupart des pays aujourd'hui se détachent de l'Ukraine, se méfient un petit peu parce que effectivement on a raconté des histoires et la confiance est un peu rompue. Donc, ça ne sert à rien de tricher sur les faits sont les faits, et il faut travailler à partir des faits, il faut tirer des conclusions à partir des faits pour arriver à des solutions. Comme j'ai dit, le problème en France, c'est que souvent on combat le problème, mais on ne cherche pas les solutions. Et ça, c'est un peu une problématique un peu culturelle probablement. Alors, on va revenir sur l'autre aspect du commentaire de Monsieur Anaxagore, qui nous dit, et c'est ce que j'ai mis là, admettre que le Rwandais est un chrétien est pitoyable. Alors là, Monsieur Anaxagore montre qu'il est un inculte de tout premier ordre. Alors moi, je connais assez bien la question du Rwanda puisque j'ai été responsable de la sécurité des réfugiés du Rwanda pour le Haut Commissariat aux réfugiés dans les années 95-96. Donc je connais très bien cette population, probablement pas mieux que des personnes de la région, mais enfin suffisamment en tout cas pour savoir que la religion, enfin les religions chrétiennes sont prévalentes au Rwanda. Et j'en veux pour témoin, et qui montre que notre pseudo philosophe est un inculte. Si je prends hop là, pardon, excusez-moi, je reviens là-dessus. Si je viens, alors là, il y a eu un décalage sur je ne sais pas pourquoi mon surlignage s'est déplacé. Mais c'est là un extrait du CIA, du factbook de la CIA, de la CIA américaine, qui publie chaque année une sorte d'encyclopédie du monde et qui montre les faits sur un certain nombre de pays. Alors, quand vous regardez sous Rwanda les religions, vous voyez que les protestants sont à 57,7%, les catholiques romains sont à 38,2% et les musulmans à 2,1%. Et puis après, vous avez d'autres religions plus traditionnelles, etc. Donc, vous avez que 2% de Rwanda et ça, c'est de musulmans au Rwanda, et ça, c'est relativement récent puisque c'est la dernière édition du factbook de la CIA. Mais l'islam s'est répandu relativement rapidement dans la région depuis ces 20-30 dernières années, d'ailleurs après en fait la guerre du Rwanda. Et quand j'y étais, et ça date d'à peu près de l'époque où les parents de celui qui a commis les crimes qu'on a évoqués en Grande-Bretagne, ses parents ont émigré à ce moment-là. Il y avait pratiquement aucun musulman à cette époque-là au Rwanda. Et on voit d'ailleurs que lorsqu'on parle de celui qui a attaqué ces trois petites filles, donc c'est un Rwandais de 17 ans, Monsieur Axel Rudakubana. Il est né au Royaume-Uni et il est de parents chrétiens et d'une famille même très chrétienne. Donc, Monsieur Anaxagore est plutôt quelqu'un qui essaye de stimuler la haine. C'est ce que je combats en essayant de donner des informations correctes. Ici, on a donc bien quelqu'un d'origine et de culture chrétienne qui s'est attaqué aux musulmans. Mais la mauvaise présentation de ça, et c'est pour ça que la fois passée, j'avais un peu critiqué les autorités, même beaucoup critiqué les autorités britanniques, parce qu'elles ont en fait caché pendant un certain temps la religion du criminel, si vous voulez. Alors, d'un autre côté, je critique les autorités britanniques, mais il faut avouer aussi que la situation est un peu complexe dans ces situations. Parce que lorsque vous donnez tout de suite l'identité de la personne et comment dire, sa couleur de peau, si j'ose dire, ou son origine, ou sa religion, eh bien, vous courez le risque de provoquer une réaction contre
des personnes qui ont sa couleur de peau, sa religion ou son origine ethnique ou nationale. Et donc, c'est la raison pour laquelle, et ça, on voit le même phénomène d'ailleurs en France, où quelquefois la police hésite toujours à dire si c'est d'où vient la personne, qui est le criminel en réalité, parce en dévoilant son identité, on pourrait créer une animosité contre la communauté à laquelle appartient le criminel. D'un autre côté, lorsqu'on dit rien, eh bien, il y a aussi un problème qui se pose parce que lorsqu'on dit rien, eh bien, on laisse le doute s'installer et puis on ouvre la porte à peu près tous les, comment dire, comment dire, les fausses nouvelles, si vous voulez. Alors là, vous avez, par exemple, ici, le cas d'un tweet de M. Jean Messia, qui, à ma connaissance, n'est pas très pro-musulman, si je peux utiliser un euphémisme, et, et qui, lui, met l'accent sur le fait que l'assaillant serait immigré musulman. Parce qu'évidemment, comme on ne sait pas, eh bien, on peut dire il serait musulman et on crée le doute. Et le problème qu'il y a eu en Grande-Bretagne, c'est qu'en créant ce doute, eh bien, on a favorisé finalement toute une frange de la population qui est très remontée contre l'immigration, qui voit dans l'immigration, qui voit comme responsable des problèmes liés à l'immigration les musulmans, etc., etc. Et par conséquent, si vous voulez, le doute a défavoriser la communauté musulmane en l'occurrence. Et c'est un petit peu le problème qui se pose. Or, on le voit que, et d'ailleurs c'est ce que disent un certain nombre de médias, comment dire, de médias surtout anglophones, de dire que comme on comprend rien, comme on ne sait pas qui est l'auteur réellement, eh bien, ça déclenche des protestations contre les musulmans, etc. Et c'est là où on peut critiquer naturellement les autorités britanniques, comme je l'ai fait, mais il faut avouer aussi que c'est un dilemme dans lequel se trouvent les autorités, de savoir si on doit tout de suite dire, si c'était un Rwandais, au risque de voir la communauté rwandaise fustigée, ou bien ne rien dire au risque de laisser se développer des fake news. Et c'est pour ça que je trouve la remarque de M. Anaxagore particulièrement inquiétante parce que c'est exactement ce genre de personnes-là qui favorisent la haine, la violence et qui, en définitive, sont les gens qui créent des situations de communautarisme et qui créent des situations où peuvent fleurir le terrorisme. Par conséquent, c'est des gens qui… Alors, il a beau avoir des accointances avec le journalisme, c'est des gens qui n'ont pas l'éthique nécessaire pour intervenir, à mon avis, dans les médias sociaux et même pour faire des commentaires. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire sur ces situations-là, car il s'agissait un petit peu de rétablir, de remettre un peu l'église au milieu du village. Merci beaucoup. Comme d'habitude, nous abordons plusieurs axes et dans chaque axe, nous soulevons des points multiples puisque la réalité des événements est interconnectée et toujours en évolution avec l'assurance que nous préférons, comme vous avez bien précisé, poser des questions à notre invité et que l'interaction et les commentaires restent les vôtres. Tout d'abord, en ce qui concerne, j'aimerais bien commencer avec vous avec la guerre de Gaza. Je voudrais aborder les points suivants. D'abord, les attaques du Hezbollah pendant cette semaine ont prouvé l'échec du système d'enfer israélien. En plus de ça, deuxième point d'analyse de l'actualité concernant ce conflit entre Benjamin Netanyahu et son ministre de Défense Gallant sur un accord de cessez-le-feu avec Hamas. Troisième point, vous êtes, il ne faut pas oublier que vous êtes informateur, instructeur dans le domaine du droit humanitaire international. Plusieurs rapports ont prouvé que l'armée israélienne, l'armée la plus morale au monde, utilisait des civils comme boucliers humains, s'en débarrasser ensuite en les tuant. Ensuite, j'aimerais bien avoir votre point de vue concernant aussi cette même thématique, le respect des droits humanitaires internationaux, les conventions de Genève, puisque le gouvernement israélien a suspendu
toutes les poursuites à l'encontre des soldats impliqués dans des viols et des abus sur des prisonniers palestiniens, en même temps que Hamas a déclaré en toute transparence l'assassinat par un résistant d'un otage avec explication, avec transparence. Quelle est la situation avec tous ces points d'actualité, etc. Pour reprendre l'ordre de vos questions, tout d'abord, concernant le Hezbollah et le dôme de fer, parce qu'en réalité, votre question porte plus sur le dôme de fer que sur le Hezbollah. Alors, le dôme de fer est un projet israélien, enfin israélo-américain pour être précis, parce que c'est un projet israélien mais qui utilise la technologie américaine pour un missile qui a pour vocation de lutter contre des roquettes, les roquettes typiquement qui sont tirées par les mouvements palestiniens, pas seulement le Hamas, puisque je rappelle que le premier mouvement qui a utilisé les roquettes, c'est en fait le djihad islamique palestinien. Euh, Mais donc c'est un système qui doit lutter contre ce type d'attaque et contre les attaques à basse altitude, si vous voulez, y compris les attaques de drones, etc. Alors, c'est un projet qui a été très controversé en Israël même. D'abord parce qu'il a coûté extrêmement cher, parce qu'au lieu d'acheter des produits qui existaient, on a essayé de développer un produit sur les conjoints avec, en faisant participer l'industrie israélienne, ce qui est en fait a contribué à une augmentation des prix. Donc c'est un projet qui est extrêmement coûteux, comme d'ailleurs l'autre projet qui a été fait avec les Américains, qui est le système Arrow, qui est destiné à lutter contre les missiles balistiques. C'est des systèmes qui sont destinés un petit peu à compenser ou à remplacer les différents rôles que pouvait prendre le système Patriot que les Américains avaient déployé lors de la guerre du Golfe en des années 90, au début des années 90, lorsque Saddam Hussein avait menacé Israël des missiles, de ces missiles de théâtre, les missiles Scud modifiés. Et d'ailleurs, il en avait tiré sur Israël. Mais le dôme de fer est un projet qui non seulement est controversé dans sa substance, si vous voulez, mais il n'a jamais vraiment été totalement fonctionnel. D'ailleurs, il y a de nombreux rapports qui indiquent qu'il fonctionne mal. Et j'avais cité dans mon livre Gouverné par les fake news, d'ailleurs, un exemple où la malfonction du système avait finalement créé une situation où les Israéliens ont commencé à bombarder Gaza, alors qu'il n'y avait eu absolument aucune menace, mais le système s'était un petit peu emballé lui-même et avait créé lui-même des menaces, si vous voulez. Donc le système dôme de fer est problématique. Et puis, tout récemment, avec les différents vols de drones qui ont été faits par le Hezbollah, donc le Hezbollah a fait plusieurs séries de vols de drones sur le territoire israélien, sur pratiquement toute la partie, j'allais dire la moitié nord du territoire israélien, en survolant l'ensemble du territoire sans être affectés ou détectés même par les Israéliens. Et ces drones ont fait de la reconnaissance, ils ont photographié des sites sensibles et des cibles qui pourraient potentiellement constituer des objectifs en cas de confrontation entre le Hezbollah et Israël. Et le Hezbollah a publié une partie de ces vidéos qui font 9 minutes chacune et qui montrent d'ailleurs avec une sorte d'infographie, si vous voulez, qui montre les différents sites avec les emplacements, les explications sur ces emplacements, etc. Donc ça fait beaucoup réfléchir l'état-major israélien parce qu'ils ont vu que non seulement les drones avaient réussi à pénétrer l'espace aérien, à filmer des sites sensibles, à les répertorier, à les cataloguer d'une certaine manière, mais en plus de ça, les systèmes de lutte anti-drone, qu'aurait pu être le dôme de fer, n'ont pas réussi, n'ont même pas détecté, puisqu'on voit même des images sur ces films de drones qui ont attaqué directement, qui se sont attaqués directement à des sites de lancement du système Iron Dome. Donc, ce système n'est pas très fiable.
On a vu également lors de l'attaque aérienne, ou la riposte, devrait-on dire, de l'Iran le 13 avril de cette année, que le dôme de fer a été utilisé contre les drones qui ont été utilisés. Donc, je vous rappelle, peut-être il faut rappeler que les Israéliens ont une défense aérienne qui est composée en diverses couches, si vous voulez. Vous avez leur première couche qui est le dôme de fer, qui est la lutte contre ces engins volants à basse altitude et ces roquettes. Vous avez ensuite la fronde de David, et qui est un engin qui est un peu plus, enfin un système qui est un peu plus, qui d'une portée un peu plus grande et qui va à une altitude un peu plus grande, et qui est censé lutter contre les missiles de croisière. Et puis ensuite, vous avez un troisième système, le système Arrow ou Flèche, si vous voulez, où il existe plusieurs modèles. Les principaux modèles, c'est le 1 et le 3, qui sont destinés à lutter contre les missiles, comment, balistiques. Et lors de l'attaque iranienne, en fait, les Iraniens n'ont pas envoyé une volée de drones, ça c'est ce que nos médias ont raconté, et puis que tous ces drones ont été détruits, et 95% détruits, et voilà. Alors, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Les Iraniens ont envoyé, dans un premier temps, ils ont décidé de saturer de manière, comment dire, systématique, chacun des systèmes de défense aérienne. Alors, ils ont envoyé dans un premier temps des drones, alors une très grande quantité de drones qui a saturé le dôme de fer. Quelques heures plus tard, ils ont envoyé des missiles de croisière qui, eux, ont saturé la fronde de David. Et puis, quelques heures plus tard, ils ont envoyé les missiles balistiques qui, eux, ont saturé les systèmes Arrow 1 et 3. Et la particularité de cette attaque, c'est une attaque extrêmement complexe qui a fait, comme j'ai dit, ils ont envoyé en lançant les engins volants à plusieurs heures d'intervalle, de façon à ce que tous les engins arrivent pratiquement simultanément dans une fenêtre de 30 minutes au-dessus d'Israël. Donc, c'est une coordination assez remarquable qui a fait que tous ces engins sont partis, évidemment, échelonnés dans le temps, mais ils sont arrivés pratiquement tous en même temps au-dessus d'Israël. Et c'est cette arrivée simultanée de tous les systèmes iraniens en même temps qui ont saturé simultanément tous les systèmes israéliens. Et c'est la raison pour laquelle on voit dans les je ne sais pas si je pourrais vous présenter ici. Non, je crois que j'ai pas ici comment, les images, mais je pourrais le faire dans une prochaine vidéo pour vous montrer exactement comment ça s'est passé. Et on voit très bien que à la fin, eh bien, les Israéliens ont tiré tout ce qu'ils avaient, et vous avez quelques missiles iraniens qui sont arrivés et qui ont touché exactement ce qu'ils voulaient toucher. Et par conséquent, les Iraniens ont atteint exactement l'objectif qu'ils voulaient atteindre. Alors, important ici, puisqu'on parle de cette réponse iranienne qui est toujours en suspens, que la réponse iranienne, euh, très important, parce que j'entends ici des choses qui, ma foi, on peut hérisser les choses sur la tête. Les Iraniens n'ont pas l'intention de détruire Israël. Ils n'ont jamais dit qu'ils voulaient détruire Israël. Ils n'ont jamais exprimé cette intention, et ils n'ont jamais fait de sorte à détruire Israël. Et l'idée de vouloir asphyxier Israël, tout ça, c'est des choses qui sont totalement fausses. Ni les Iraniens n'ont voulu le faire, personne n'a voulu faire ça. Par contre, le but de la réponse du 13 avril était une réponse de dissuasion, si vous voulez. Le but n'était pas de détruire, d'ailleurs ils ont assez peu détruit, mais ils ont voulu montrer qu'ils étaient capables de frapper. C'est ça la réponse iranienne. Et il est probable que si une nouvelle frappe, si les Iraniens doivent se lancer dans une nouvelle frappe, ce qu'ils feront très probablement, puisque à ce stade, il n'y a absolument aucune indication qui montre que l'Iran
a renoncé à sa volonté de frapper Israël ou de répondre à Israël. Donc, ils ont même pratiquement reçu la bénédiction de l'Organisation de la coopération islamique. Donc, les Iraniens feront quelque chose, mais comme je l'ai toujours expliqué, leur marge de manœuvre est très étroite, de façon à faire passer un message très précis, sans détruire, parce que le but, comment, Israël parle de détruire l'Iran, mais l'Iran n'a jamais dit qu'il voulait détruire Israël. Israël n'est pas considéré comme un problème pour l'Iran. C'est pas un problème, il n'y a pas de problème territorial, il n'y a pas de contentieux territorial, il n'y a pas, il y a aucune. La Jordanie ou l'Égypte aurait plus, ou la Syrie aurait plus comment dire, d'intérêt à vouloir détruire Israël que l'Iran, qui touche pas ce pays, qui n'a pas de conflit territorial, qui a juste un conflit de rhétorique, tout simplement parce que les Israéliens ont compris que l'Iran pouvait être le point d'accrochage d'une présence américaine au Moyen-Orient. C'est la raison pour laquelle Israël a un peu déclaré l'Iran comme son meilleur ennemi, non pas parce qu'ils ont des problèmes avec l'Iran, factuellement il n'y en a pas, mais c'est le fait que c'est l'ennemi commun des Américains et c'est ce qui permettrait aux Américains d'intervenir. Voilà, c'est l'unique raison pour laquelle les Israéliens s'attachent à cette soi-disant menace iranienne. Donc les Iraniens ne chercheront pas à détruire Israël, ils n'en ont aucune intention, mais ils vont chercher à élever le niveau de leur dissuasion, si vous voulez, de dire vous nous avez attaqué une fois, vous a déjà envoyé un signal, un message pour vous dire qu'on était capable de vous frapper. On va vous renvoyer un message pour vous dire qu'on est capable de frapper plus fort si vous voulez qu'on frappe plus fort. On a les moyens de le faire, mais ce n'est pas notre intention. On n'a pas l'intention de vous frapper. Voilà, c'est un peu le message qui a été passé par, comment, par l'Iran à Israël. Donc on n'est pas, y a pas de problématique tactique, opérationnelle, et cetera. On est dans un message politique, stratégico-politique, si vous voulez, c'est tout. On n'est pas du tout dans une, les comment dire? Quand, quand on dit il n'attaquera pas de manière opérationnelle, mais de manière stratégique, ça n'a pas de sens. Le niveau opérationnel, c'est ce que j'ai expliqué, par exemple, à propos de la manière dont les Iraniens ont riposté le 13 avril, et le message est stratégique. Voilà, c'est tout. Et ce sera la même chose la prochaine fois. Mais il y aura une dimension opérationnelle, inévitablement. Donc c'est pas, vous voyez, il faut faire aussi attention avec les termes ici pour qu'on soit exactement, sur une ligne très précise, sans quoi, on utilise des mots, à tort et à travers. Donc voilà un petit peu pour, cette question-là, de comment dire? De l'Iran. Alors, peut-être, vous l'avez pas posé cette question, mais j'aimerais quand même venir, sur cet aspect puisque vous savez que, tout récemment, il y a eu cette question que l'Iran aurait été menacé par Israël d'une attaque nucléaire, hein. Ça a été rapporté par Al Mayadeen et heu Et là, la réponse de l'Iran a été que si vous nous attaquez par l'arme nucléaire, eh bien, nous répondrons avec la même fermeté. Ça ne veut pas dire que l'Iran répondra avec l'arme nucléaire. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on entend aussi, l'Iran n'a pas l'arme nucléaire et l'Iran n'a pas essayé, n'a pas cherché à avoir l'arme nucléaire. Ou plus exactement, je devrais dire les choses un peu différemment, ils y ont pensé juste après l'invasion américaine de l'Irak. Et si vous lisez mon ouvrage sur gouverné par les fake news, eh bien, j'explique tout ce processus où effectivement, lorsque les Américains ont attaqué l'Irak, l'Iran s'est dit, on sera peut-être les prochains sur la liste et peut-être nous devrions avoir une arme qui soit dissuasive parce que les Américains n'attaqueront pas un pays qui a l'arme nucléaire. Et il y a eu l'idée
il y a eu une étude de faisabilité qui a été faite par le gouvernement iranien pour savoir s'il était faisable et souhaitable d'avoir l'arme nucléaire. Mais les résultats de cette étude ont été qu'il n'était ni souhaitable, enfin que c'était certainement faisable, mais avec un certain nombre de problèmes, mais ça n'était pas souhaitable parce que ça allait poser plus de problèmes que de solutions d'une certaine manière. Et l'Iran a donc renoncé à fabriquer l'arme nucléaire. Ils ont des installations nucléaires qui sont civiles et d'ailleurs, ça a été reconnu comme tel par l'Agence pour l'énergie atomique, l'Agence internationale de l'énergie atomique. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, lorsque en 2015, les Occidentaux avaient signé un traité avec l'Iran, le fameux Joint Comprehensive Agreement, entre l'Iran et l'Union européenne d'un côté, la France, l'Allemagne, les États-Unis, euh, pour que justement l'Iran ne s'engage pas dans la voie nucléaire, eh bien, lorsqu'ils ont constaté que l'Iran avait respecté les termes du traité, et au moment où les Occidentaux s'apprêtaient à comment dire, renoncer ou abolir les sanctions qu'ils avaient mises sur l'Iran, eh bien, Donald Trump, lui, a décidé de sortir du traité et les Occidentaux, eux, les Européens surtout, ont été un peu apeurés par ça et ils n'ont pas osé retirer les sanctions que pourtant ils avaient promis d'enlever à l'Iran et que l'ONU avait déclaré d'ailleurs que l'Iran respectait les normes internationales et respectait les clauses du traité. Mais les Occidentaux ont eu trop peur des réactions américaines, du coup, ils ont laissé les sanctions. Et puis les Américains, ben, ils sont retirés du traité, donc ils ont continué à appliquer les sanctions. Voilà, on est de nouveau avec les Occidentaux, avec des gens qui ne savent pas tenir parole, qui n'ont pas d'honneur, tout simplement, parce que quand on ne respecte pas sa parole, quand on ne respecte pas sa signature, c'est exactement ce qui se passe. Mais l'Iran n'a pas d'armes nucléaires. Et d'ailleurs, quand on lit il n'y a pas besoin d'aller très loin, mais quand on lit ce que dit l'Arms Control Association, le titre même dit très bien que les tensions actuelles entre l'Iran et Israël pourraient pousser l'Iran à repenser à la question des armes nucléaires, c'est-à-dire qu'ils ne les ont pas. Donc ça, c'est très important à rappeler. Et malgré tout, en Europe, on a beaucoup de désinformation sur cette question. Mais je rappelle que l'Iran est un pays qui a, comme d'ailleurs la plupart des pays occidentaux, des pays avec lesquels les Occidentaux ont fait des traités, ces pays du reste du monde, comme on les appelle, ont en général respecté leurs engagements, contrairement aux Occidentaux. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez, et c'est d'ailleurs intéressant de voir qu'il y a eu une déclaration, elle n'a pas été beaucoup mentionnée par nos médias, mais elle est intéressante parce que c'est 5 pays occidentaux, notamment la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, qui ont fait une déclaration à l'égard de l'Iran pour que comment dire, pour que pour que les Iraniens aient une réponse calibrée ou s'abstiennent même de répondre à la provocation israélienne. Alors, est intéressant de voir que les Occidentaux vont toujours s'adresser, ils vont demander de la retenue à l'Iran, ils vont demander de la retenue aux Palestiniens, mais ils ne demandent jamais de la retenue à Israël. Ça, c'est le fait. Mais on pourrait s'indigner de cette chose, mais d'une certaine côté, si on le regarde d'un point de vue plus asymétrique, si vous voulez, on pourrait s'en glorifier d'une certaine manière, parce que ça veut dire que Israël n'écoutera pas ce qu'on lui dit. Il n'écoutera pas ce qu'on lui demande. Alors que les autres pays ont des conduites rationnelles qui, elles, écoutent ce qu'on leur dira. Et, et ces tentatives, en l'occurrence, cette déclaration a été rejetée par l'Iran parce que l'Iran devra trouver une réponse et une solution parce que les Occidentaux n'apportent pas la solution à la dissuasion, si vous voulez, d'Israël.
Donc les Iraniens ne peuvent pas se payer le luxe de simplement répondre à une telle injonction de la part des pays occidentaux. Mais d'un autre côté, on la demande aux Iraniens, ce qui signifie que d'une certaine manière, on a plus confiance aux Iraniens qu'aux Israéliens. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre ce genre de déclaration, et ça me semble relativement intéressant à noter. Alors, ça nous mène à la question d'ailleurs, la question qui avait été posée la fois passée par Abdel Jalil, mais que je n'avais pas, j'avais dans tout ce que j'ai raconté, j'ai finalement pas vraiment répondu à sa question, et il m'avait demandé à propos de l'offensive d'Ukraine, mais on pourrait parler d'autres incidents qui sont passés récemment. Abdel Jalil m'avait demandé si les Américains étaient derrière cette intervention ukrainienne. Alors, on entend souvent que oui, les Américains contrôlent tout, ils ont le renseignement, ils sont là, c'est eux qui font tout, et cetera. Ça n'a pas pu se passer sans eux, et cetera. Or, la réponse honnête, c'est: «Je ne suis pas dans les états-majors, je ne sais pas». Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on constate que tant pour l'intervention ukrainienne, vers Koursk, que, pour le cas de l'assassinat d'Ismaël Haniyeh à Téhéran, les Américains n'étaient pas au courant. Et j'en veux pour preuve les articles qui ont été publiés ici dans le Wall Street Journal, pardon, hem, où, on remarque que les Américains déclarent qu'ils ne savent pas vraiment pourquoi les Ukrainiens ont attaqué, la Russie, et là, j'ai pas évidemment mis tout l'article, mais dans l'article, ils indiquent qu'en fait, les Ukrainiens ont attaqué sans leur demander l'avis. Et donc, les Américains ont été pris au dépourvu dans cette affaire. Et ça rejoint d'ailleurs on le voit, d'ailleurs le Pentagone lui-même a dit qu'il n'avait pas été informé, donc he didn't get the heads up, donc ça veut dire que le Pentagone n'a pas reçu d'informations préalables sur l'offensive à Koursk. Donc, et donc, du coup, ça explique pourquoi les Américains ont de la peine à voir la raison de cette offensive. Mais ça avait été la même chose à propos de l'élimination d'Ismaël Haniyeh, et c'est ce que Blinken lui-même a dit, et ça a été d'ailleurs évoqué par les services américains. Ils n'ont pas été impliqués, ils n'ont pas été questionnés non plus, on leur a rien dit avant l'attaque israélienne à Téhéran. Alors, évidemment, il faut prendre quand les déclarations américaines pour ce qu'elles sont. Est-ce que Blinken n'est pas quelqu'un qui a la réputation de dire toujours la vérité, donc là, on est d'accord aussi. Néanmoins, j'ai tendance à croire ce qu'ils disent. D'ailleurs, on constate que, si vous vous rappelez, le 25 juillet, c'est-à-dire 6 jours avant l'attaque à Téhéran, il y a eu une rencontre entre Joe Biden et le Premier ministre Netanyahou, où la question de l'attaque à Téhéran n'a absolument pas été évoquée. Alors que si elle avait été préparée par les Israéliens, inévitablement, Netanyahou l'aurait su à ce moment-là. Donc, ça montre que les Israéliens font les choses à leur manière, si vous voulez, et ils ne s'encombrent pas de l'autorisation ou de l'interdiction des Occidentaux. Et ça soulève une autre question qui, à mon avis, est beaucoup plus grave que de savoir si les Américains sont impliqués partout. Ça montre que les Américains n'ont plus prise sur rien du tout. Rappelez-vous, quand on parle de négociations en Ukraine, etc., les regards se tournent vers Washington. On se dit, est-ce que Washington va faciliter, etc. Et on a vu à plusieurs reprises que on a l'impression que c'est Washington qui tient les clés d'une éventuelle négociation. Même chose d'ailleurs au Moyen-Orient, où on se tourne vers Washington. Vous noterez qu'on ne se tourne jamais vers l'Union européenne, vers la France, vers la Grande-Bretagne ou vers d'autres d'ailleurs, surtout pas l'Allemagne. Donc,
on voit bien que les seuls qui pourraient avoir une voix qui porte, dans ces conflits sont les Américains. Or, on constate que dans des événements qui ont pourtant une importance relativement grande, au niveau politique, peut-être pas au niveau militaire, mais au niveau politique, eh bien, les Américains ne sont absolument pas impliqués dans le mécanisme, dans le processus de décision. Et ça n'est pas nouveau, car en réalité, on avait vu et je l'avais décrit d'ailleurs quand, au début en avril 2023 pardon, de l'année passée, lorsque des documents secrets du Pentagone, y compris des documents secrets probablement venant de la CIA, avaient été dévoilés, rendus publics sur la situation en Ukraine, on s'est aperçu que les Américains en fait connaissaient assez peu la situation en Ukraine et que manifestement, ils recevaient relativement peu d'informations par les Ukrainiens sur la situation en Ukraine. Ils leur transmettent des informations, mais eux-mêmes ne sont pas informés. Comment les échanges d'informations vont un petit peu à sens unique. Et et à plusieurs reprises, déjà en 2022 d'ailleurs, le New York Times avait évoqué, ou plus exactement le Pentagone avait été évoqué dans le New York Times pour dire qu'en réalité, les Ukrainiens font un petit peu ce qu'ils veulent et nous, c'est-à-dire les militaires américains, nous ne sommes pas vraiment impliqués dans les décisions qu'ils prennent. Alors, dans un sens, c'est assez logique puisque l'Ukraine est un pays qui se considère comme pays souverain et c'est assez logique. Et donc, ils n'ont pas de compte à rendre à personne. D'un autre côté, effectivement, ils dépendent un peu de l'aide occidentale. Par conséquent, la logique voudrait qu'ils renvoient un petit peu l'ascenseur quelque part ou qu'au moins ceux qui fournissent les armes et le financement, eh bien, soient un peu au courant de ce pourquoi les armes, les matériels, etc., sont utilisés. Mais apparemment, les Ukrainiens gardent assez jalousement un certain nombre d'informations et un certain nombre d'activités clandestines sont faites sans la connaissance des Américains. Donc, penser que les Américains sont un peu le mastermind qui guide un peu tout, je pense que c'est un peu une erreur. Et d'ailleurs, on le voit à l'occasion d'un événement qui ne fait pas partie des questions que m'a posé Abdel Jalil aujourd'hui, mais qui est intéressant de relever aujourd'hui. Encore qu'il faudra déterminer si c'est la vraie histoire ou pas, mais c'est la question de Nord Stream et puis la question du sabotage du pipeline qui a été, évoqué par en deux temps, si vous voulez. Dans un premier temps, vous avez le gouvernement allemand qui a émis un mandat d'arrêt contre un ressortissant ukrainien qui aurait été à l'origine ou qui aura participé en tout cas au sabotage de Nord Stream. Et puis, ça a été suivi d'un article dans maintenant le nom m'échappe, je crois que c'est le Wall Street Journal ou le Washington Post, qui raconte toute une histoire en fait et qui exprime qui dit qu'en fait, c'est bien les Ukrainiens qui ont préparé ce sabotage, que les Américains ont tenté d'empêcher ce sabotage. De nouveau, c'est sous toute réserve, hein, on ne saura jamais sans doute la vraie vérité, mais que Zelensky n'a pas écouté, ou plus exactement, Zelensky aurait écouté, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis, Zelensky aurait écouté, mais c'est le général Zaloujny, qui était chef suprême des forces ukrainiennes à l'époque, qui aurait été le mastermind de cette opération, qui lui n'a pas voulu écouter l'avis des Américains et a mené cette opération malgré l'avis contraire des services américains. Alors, est-ce que cette histoire est vraie ou non? Est-ce que c'est une des multiples variantes de cette histoire? Je ne suis pas en mesure de vous le confirmer. C'est peut-être une nouvelle manière. Mais il y a quand même des éléments qui sont intéressants. D'abord, le fait que les Américains ne sont pas écoutés, de nouveau. Et ça revient de cet article. Donc, d'ailleurs, les Américains ont exprimé à plusieurs reprises leur désapprobation de la manière dont travaillent les Ukrainiens parce qu'ils essayent de temps en temps de glisser un avis et je pense que les militaires américains sont sans doute un peu plus avisés que les politiciens. L'idée que les Américains ont
comment diront, cette présence tentaculaire, savent tout, connaissent tout et décident tout, je pense que c'est un peu exagéré. Ils décident beaucoup, ils influencent énormément et ils ont sans doute beaucoup de leviers d'action, mais je pense qu'ils sont sans doute moins informés que ce que l'on prétend, notamment sur les médias français. Ça, c'est une chose et puis il y a une autre chose qui est quand même importante dans cette affaire, c'est que, dans l'affaire, Nord Stream, je veux dire, c'est que dans les 2 cas, on jette la responsabilité sur les autorités ukrainiennes. Alors, vous vous rappelez que lorsque, le Nord Stream a explosé, nos alors je ne sais pas si j'ose appeler ça encore des généraux ou des experts ou je ne sais pas quoi, ça valait pas grand-chose, mais c'est quand même des gens qui vous ont dit: «Ah, c'est les Russes». Non, c'était clair et net, il n'y avait pas d'autre alternative, c'était les Russes. Or depuis, on s'est aperçu que d'ailleurs l'idée que l'Ukraine soit à l'origine de cet attentat n'est pas nouvelle. C'est la première fois, elle revient à la surface parce que l'Allemagne émet un mandat d'arrêt, donc à un suspect concret et non pas simplement des suspicions. Et donc, on a quelque chose qui permet quand même un peu d'avoir des hypothèses un peu plus robustes. Mais depuis le début 2023, on ne parle plus de la Russie comme étant l'instigateur de ces attentats, qui sont des attentats de type terroriste, clairement, clairement. Et alors, évidemment, ça met en question plusieurs choses. Tout d'abord, le fait que on a soutenu Zelensky mordicus, et puis tout d'un coup, maintenant, on dit ben, c'est de ta faute. Alors ça, c'est déjà quand même intéressant. Ça vient au moment où d'ailleurs les Américains sont fâchés contre les Ukrainiens pour cette initiative de Koursk. Et peut-être là, les histoires qu'on évoque, je ne sais pas si elles sont vraies ou non, mais peut-être qu'elles arrivent au bon moment pour jeter un caillou dans le pré de Zelensky. Ça, c'est possible. Ce sera en tout cas envisageable. Mais ça montre également le dilemme dans lequel parce qu'ils financent un pays qui a mené un attentat terroriste contre leur pays, puisque le pipeline Nord Stream était en partie un objet allemand, si vous voulez. Et donc, on voit le dilemme, et c'est là où on revient à ce que je disais tout à l'heure, où finalement la réalité aujourd'hui se trouve dépassée, où le narratif se trouve dépassé par le narratif. Et c'est exactement la situation dans laquelle tout le conflit ukrainien se trouve, tout le conflit palestinien se trouve, et on reviendra sur la question des droits de l'homme en Palestine, mais on s'aperçoit bien qu'aujourd'hui, le narratif n'est plus suffisant pour blanchir des acteurs qui se sont mal comportés, et les faits arrivent à la surface et commencent à mettre en question toutes nos politiques. Et du coup, c'est on a défendu mordicus l'Ukraine, on a mené des parce que sur la base de comment dire des attaques contre Nord Stream, on a pris des sanctions contre contre la Russie, n'est-ce pas? Ce sabotage contre Nord Stream a été suivi par des sanctions. Et aujourd'hui, est-ce qu'on doit revenir sur ces sanctions ou pas? Vous voyez? C'est là où comment on le narratif, c'est une chose, mais il y a un moment où là, on s'aperçoit qu'on n'est plus sur des valeurs. On est sur de l'idéologie, pure et simple. Parce que si on avait des valeurs, on dirait: «Ah, on s'est trompé, désolé, on fait marche arrière, on enlève les sanctions, on vous dédommage pour, les sanctions qu'on a prises de manière indue et sans savoir». Mais personne ne fera ça, parce que personne n'a le sens de l'honneur dans nos pays pour reconnaître leurs erreurs. D'ailleurs, ce phénomène est à rapprocher, puisqu'on parle du Moyen-Orient, de la question du Hezbollah. Le Hezbollah a été mis sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne après un incident qui s'est déroulé à Bourgas, dans le port de Bourgas, en Bulgarie. Et qui en fait concernait un ressortissant israélien, et les autorités israéliennes ont immédiatement dit: «C'est une attaque du Hezbollah».
Et l'Union européenne, hardi petit, sans vérifier quoi que ce soit, sans faire aucune analyse de la situation, a dit: «C'est le Hezbollah». Et puis, il s'est avéré par la suite, je crois que c'est en 2016, que le procureur, bulgare qui instruisait, l'affaire, cet incident, eh bien, s'est aperçu qu'il y a absolument aucune indication que le Hezbollah soit impliqué dans cette affaire et le procureur bulgare a retiré le Hezbollah de l'acte d'accusation concernant cet incident. Mais cet incident qui avait été la raison pour laquelle on a mis le Hezbollah sur la liste des organisations terroristes n'a pas été retiré de la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. Donc là, si vous voulez, on a